Nous arrivons par le pont du 25 avril. Cette date fait partie des grandes dates historiques du Portugal. Le 25 avril 1974, la révolution des œillets abolit sans effusion de sang le régime de Marcelo Caetano issu de la dictature de Salazar. Le Portugal était alors un pays aux structures archaïques, doté d'une puissante police politique qui refusait d'accorder l'indépendance à ses anciennes colonies. Or, au sein même des forces armées, grandissait un sentiment de malaise. Nombre d'officiers engagés à partir du début des années 1960 contre les rebelles angolais, guinéens et mozambicains jugeaient impossible de gagner ces guerres coloniales et l'idée de restaurer la démocratie au Portugal, tout en octroyant l'indépendance aux colonies, gagna du terrain parmi eux. Certains de ces officiers ont alors mis sur pied une organisation secrète, le Mouvement des Forces Armées, le MFA, dont le but était de rétablir la démocratie, et non de fomenter un coup d'État, puisqu'il ne s'agissait pas de remplacer un pouvoir dictatorial par un autre. Les conjurés s'assurèrent la neutralité bienveillante du plus titré des généraux portugais, António Spínola, ancien gouverneur de Guinée-Bissau. L'insurrection fut déclenchée le 25 avril 1974 à minuit 30. Le signe de ralliement des conjurés était un œillet rouge fixé à la boutonnière qui devint le symbole de cette révolution. Le MFA annonça dans la journée du 25 avril qu'il avait pris le pouvoir, demandant à la police et à l'armée de ne pas quitter leur caserne, tandis que la population de Lisbonne envahissait les rues. Le premier ministre, invité à abandonner le pouvoir, fut exilé, tandis que le général Spínola assuma dans un premier temps la direction avec 7 officiers supérieurs. La révolution des œillets apparut ainsi comme un modèle de passage de la dictature à un régime démocratique. Un autre moment historique fut le tremblement de terre de 1755. Le 1er novembre 1755 à 9h40 heure locale, une terrible secousse tellurique ébranla la région de Lisbonne. Son intensité est aujourd'hui estimée entre 8,5 et 9. Elle fut suivie de près d'un deuxième séisme d'une durée de 2 minutes, puis d'un troisième. Les églises, palais, ponts et tours s'effondrèrent comme des châteaux de cartes. Au total, 18 000 édifices furent détruits. En quelques minutes, 25 000 personnes trouvèrent la mort. Un gigantesque nuage de poussière obscurcit le ciel avant que la ville ne s'embrasât. L'incendie fit rage pendant 5 jours. On ressentit la forte secousse en Europe, en Afrique, ainsi qu'aux Açores et au Cap-Vert. En Écosse et en Suisse, les niveaux des lacs oscillèrent. Aux Pays-Bas et en Suède, des navires rompirent leurs amarres. La localisation de l'épicentre dans l'Atlantique face à la côte portugaise signa l'acte final de l'apocalypse. Des vagues gigantesques déferlèrent sur le port de Lisbonne. Elles submergèrent et dévastèrent toute la région, occasionnant 20 000 victimes supplémentaires. Le tremblement de terre et ses conséquences coûtèrent la vie à plus de 60 000 personnes, dont 20 000 dans la capitale portugaise, qui comptait 250 000 habitants. Mais Lisbonne a su se relever et se reconstruire. À Lisbonne, il y a un quartier, le plus connu et le plus ancien de la ville, l'Alfama. Il a été épargné par le tremblement de terre de 1755. C'est le symbole de Lisbonne populaire, qui formait déjà le centre-ville à l'époque romaine, comme l'attestent les ruines du théâtre antique. Son labyrinthe de ruelles médiévales ponctué de vénelles, de cours et d'impasses, coupé d'escaliers et d'arcs, tricote un quartier poétique où il est facile et tellement plaisant de se perdre. L'Alfama était un quartier de marins et de pêcheurs. Les maisons, parfois délabrées, sont décorées de balcons en fer forgé et de panneaux d'azulejos, représentant le plus souvent la Vierge entre Saint-Antoine et Saint-Martial. Bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses rénovations, l'Alfama conserve son caractère traditionnel et villageois. Saint-Antoine de Padoue naquit à Lisbonne en 1195, s'engagea dans l'ordre des franciscains, voyagea au Maroc, vécut en France et en Italie du Nord, où ses prêches humanistes lui valurent un succès considérable. Il possédait, dit-on, le don d'ubiquité, et comme le Christ, il aurait multiplié des poissons à Rimini. Selon la légende, le jour de sa mort, en 1231 en Italie, les cloches de Lisbonne se mirent à sonner toutes seules. Dès l'année suivante, il fut canonisé. Saint Antoine favorise les mariages et le bonheur conjugal.
Son invocation permet aussi de retrouver les objets perdus. Les Lisboètes continuent de célébrer avec ferveur le protecteur de la ville le 13 juin, jour férié à Lisbonne. Partout, fleurissant de petits hôtels à l'effigie du saint, la fête bat son plein. Processions, défilés de groupes folkloriques, fanfares, feux d'artifice, sardines grillées et bals populaires. Pour s'imprégner des ambiances portuaires et de l'atmosphère particulière des docks, le marcheur courageux peut effectuer à pied le trajet entre Belém et la Praça do Comércio, ou inversement, par les quais. La municipalité libère progressivement les berges en les transformant en espaces de loisirs. Il fait bon aujourd'hui se promener le long du Tage, surnommé mer de paille en raison de ses reflets dorés au coucher du soleil. Cette balade le long du Tage vous permettra de passer sous l'imposant pont du 25 avril, d'une longueur totale de 2278 mètres. Le pont, dont le tablier est suspendu à 70 mètres au-dessus des eaux, est supporté par 2 pylônes d'une hauteur de 190 mètres. En juillet 1999, une voie ferrée fixée sous le tablier routier a été inaugurée. Cet axe ferroviaire relie 7 gares de banlieue. Non loin du pont du 25 avril se trouve le quartier de Belém. Un parfum de grand large flotte encore sur Belém. Embarquement pour le rêve et l'imaginaire d'outre-mer. Bethléem en portugais fut le port d'attache des vaisseaux portugais qui, dès le XVe siècle, se lancèrent sur les mers inconnues à la découverte de terres à conquérir et convertir, et à la recherche de nouvelles richesses. Le monastère des Hiéronymites et la tour de Belém, chef-d'œuvre de l'art manuelin, marquent l'apogée de l'histoire portugaise. Mais ce quartier, historiquement tourné vers les horizons lointains, est aussi résolument ancré dans le XXIe siècle. Un vaste centre culturel, en partie dédié à l'art contemporain, a été inauguré en 1993. Le monastère des Hiéronymites, quant à lui, est un ensemble architectural qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le roi Manuel entreprit en 1502 de bâtir ce magnifique monastère destiné aux Hiéronymites, moines de l'ordre de Saint-Jérôme, et considéré aujourd'hui comme la pièce maîtresse de l'art manuelin. Cet art glorifiait les grandes découvertes. Vasco de Gama rentrait des Indes et ses caravelles avaient accosté dans le port près de Belém. Bénéficiant de l'afflux de richesses à Lisbonne, les architectes purent se lancer dans une œuvre de cette envergure. Non loin du monastère se trouve la tour de Belém, emblème de Lisbonne. Cette élégante tour, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le symbole de l'expansion portugaise à travers le monde. Érigée entre 1515 et 1521 par l'architecte Francisco d'Arruda, elle était à l'origine située au beau milieu du Tage, dont elle défendait l'embouchure. Le tremblement de terre de 1755 a déplacé le cours du fleuve et la tour s'est retrouvée près du rivage. Véritable manifeste d'art manuelin, ce bastion aux allures de donjon médiéval est un petit bijou architectural. Loggia à arcades et balcons à fenêtres géminées de style vénitien, dômes d'inspiration mauresque, créneaux ornés d'écussons, de sphères armilières et de croix de l'ordre du Christ. Depuis, la terrasse du 5e étage offre une vue superbe sur le Tage. Un arrêt au monument des découvertes s'impose. Haut de 52 mètres, ce monument à l'esthétique néo-réaliste, caractéristique des années Salazar, fut élevé en 1940 et achevé en 1960 à l'occasion du 500e anniversaire de la mort d'Henri le Navigateur. Œuvre du sculpteur Leopoldo de Almeida, il représente l'immense proue d'un navire sur laquelle l'enfant ouvre la voie à une foule de personnages, parmi lesquels se trouve le roi Manuel. À l'intérieur sont présentées des expositions liées aux grandes découvertes et plusieurs films. Du sommet du monument, une vue s'offre sur le Tage, les monuments de Belém, les quartiers ouest et la mosaïque en marbre au pied du monument. C'est de toute beauté. Un autre endroit qui vaut le détour est le Parc des Nations. Transformé en parc de loisirs du XXIe siècle, le site de l'exposition universelle de 1998 s'étend sur 60 hectares au nord-est de la ville, sur les berges du Tage, aux abords du dock d'Ogilvais. Sur une zone industrielle jadis polluée, une véritable ville nouvelle est sortie de terre en quelques années, avec des immeubles résidentiels, des bureaux, des commerces, un port de plaisance et des jardins.
Le Parc des Nations est devenu un espace de promenade et de divertissement, avec ses attractions et lieux de spectacle, ses bars et restaurants, ses jardins et sa vaste zone piétonne. Le quartier Ajuda, situé entre le Tage et le Parc Monsanto, est un quartier populaire et l'un des plus authentiques de Lisbonne, mais aussi l'un des plus méconnus des touristes. Les îlots villageois ne vous décevront pas, d'autant qu'ils recèlent d'étonnantes surprises qui ont un parfum d'ailleurs. Un palais romantique, un jardin exotique, un musée d'ethnographie et un centre culturel dédié à Macao achèvent de faire d'Ajuda une escale très enrichissante. Au nord de la Baixa s'étendent des quartiers modernes et résidentiels, quadrillés de larges avenues. Parmi elles, l'artère la plus majestueuse de Lisbonne, l'Avenida da Liberdade. Longue de 1300 mètres et large de 90 mètres, la plus majestueuse avenue de Lisbonne est un axe central donnant accès au quartier d'affaires du Nord. Agréable à la promenade, son esplanade centrale est ombragée, agrémentée de petits jardins. Les trottoirs sont couverts de mosaïques de calcaire et de basalte, bordés d'immeubles de la fin du 19e siècle et de constructions plus récentes, abritant hôtels, agences de voyage, boutiques de luxe, etc. L'Avenida da Liberdade est délimitée au nord par la Praça do Marquês de Pombal, surnommée Rotunda par les Lisboètes, centre névralgique de Lisbonne où convergent les grandes avenues. Au milieu, un monument est érigé à la gloire du marquis de Pombal. Lisbonne saura vous surprendre, vous éblouir, vous charmer. Et lorsque vous en repartirez, vous n'aurez qu'une envie, celle de revenir dans la capitale portugaise. Bon voyage! Depuis Salazar, le marquis de Pombal, jusqu'à nos terribles grands-pères. Cheira bem, ela já tem sol, cheira a lua, cheira a Lisboa, cheira bem, ela já tem sol, cheira a lua, cheira a Lisboa. Perdu entre la mer et les montagnes mentholées de Sintra, toi tu te repères avec un nuage d'allégria. Ta seule ligne de conduite est de suivre le vent. Et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments.